Mathieu Pigasse est-il un camarade? Hmm. Non. Bah non. Non. Soutien critique à Mathieu Pigasse malgré tout parce qu'il injecte de l'argent dans la lutte médiatique de gauche à travers Radio Nova? Je dirais que oui, malgré tout. On va pas cracher dans la soupe. Hein. Ce qui fait que Radio Nova, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien ce qu'il fait avec Radio Nova. En tant que propriétaire de Radio Nova, j'aime bien ce qu'il fait, ouais. J'aime bien ce qu'il fait en tant que propriétaire de Radio Nova. Mais c'est pas une raison pour juste être totalement binaire et se dire c'est bon, Mathieu Pigasse, trop cool. C'est un camarade. Grâce à lui, on va gagner la bataille culturelle. Non, on va pas cracher dans la soupe. Qu'il injecte de la thune pour qu'il y ait des humoristes bien de gauche sur Radio Nova. C'est très bien. C'est très bien. Mais vous savez quoi? Ce qui est trop bien avec Mathieu Pigasse, c'est qu'on peut quand même le critiquer. Il va continuer à injecter de la thune au Radio Nova. Pourquoi? Parce que c'est rentable pour lui. Pas forcément financièrement, mais c'est rentable. Il fait ça aussi par opportunisme. Alors je dis pas, il a probablement, sincèrement, une sensibilité plutôt de gauche, Mathieu Pigasse. Je dis pas. Je dis pas. Mais il fait ça aussi par intérêt. Il fait ça par une forme d'opportunisme. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est une question d'offre et de demande. Hein. De demande, c'est un capitalisme, Mathieu Pigasse. C'est une question d'offre et de demande. Il y avait une demande pour du contenu de gauche dans des médias traditionnels. Donc à la radio, à la télé. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des gens de gauche en France. Zéro offre. Zéro offre de gens de gauche, d'humour de gauche, de ce genre de choses dans les médias traditionnels. Rien. Il n'y a pas une chaîne de gauche à la télévision. Il n'y a pas une radio. Il n'y avait pas une radio qui, un peu comme Radio Nova fait aujourd'hui, propose des vrais trucs vraiment à gauche. Donc lui, il se dit, ok, bah let's go, moi je vais mettre mes billes là-dedans. Probablement qu'il a une sensibilité politique qui est quand même compatible avec ça. Je dis pas. Mais à un moment donné, c'est une question d'offre et de demande. Il n'y avait aucune offre. Face à ça, il y avait quand même une demande d'un contenu de gauche. Du coup, il s'est dit, bah vas-y, je go full à gauche avec Radio Nova. Et pourquoi je dis ça? Parce que regardez les audiences en constante augmentation de Radio Nova. S'il n'y avait pas une demande de ce genre de contenu-là, ça marcherait pas aussi bien. Donc il y avait un décalage entre l'offre et la demande. Je pense que Mathieu Pigasse a senti ça. Il s'est dit, bah go. Si ça avait été un immense droitard, si ça avait été un fasciste, il n'aurait pas fait ça. Certes, il n'aurait pas fait ça. Mais je pense qu'il y a une part d'opportunisme là-dedans. Alors après, tant mieux. Tant mieux. Si ça fait de l'argent pour financer Radio Nova, tant mieux. Mais il faut se rappeler qu'il y a une forme d'opportunisme. Et tout ça pour dire que le critiquer, on peut y aller, parce que de toute manière, tant qu'il aura un intérêt à financer Radio Nova, il continuera à financer Radio Nova. Et même si c'est pas un intérêt directement financier, ça lui fait un genre de capital sympathie, de capital personnel, capital social peut-être même, je sais pas si le terme est bien utilisé, par rapport à ça, quoi. Voilà, donc s'il y a un alignement entre ses intérêts et le financement d'un discours de gauche dans les médias dominants, bah tant mieux, tant mieux. Et là-dessus, bah c'est très bien, on prend. Mais c'est pas une raison pour s'empêcher de le critiquer ou quoi que ce soit, et surtout de révéler un peu ses zones d'ombre et de rappeler un petit peu c'est qui ce gars à la base, d'où il vient, et de garder une petite méfiance avec ça. Parce que bon, on rappelle que c'est quand même le propriétaire d'une chaîne. Si un jour il décide que c'est plus forcément rentable pour lui de faire ça avec Radio Nova, il peut aussi tout couper d'un coup. Hein. Voilà. Donc gardons une méfiance. Essayons d'analyser un petit peu et de comprendre qui est le personnage pour pas tomber de haut si jamais ça se retourne contre nous, et surtout ne pas se remettre intégralement dans les bras d'un quasi-milliardaire juste parce que c'est lui qui a les sous, quoi. Voilà. Sachant qu'en plus, je rappelais un truc avant de commencer à lire l'article, c'est que normalement, c'est le patron, c'est le propriétaire. C'est le propriétaire, Mathieu Pigasse. C'est pas lui qui fait les sketchs. C'est pas lui qui fait le travail d'humour et d'éditorialisme. Je suis très mal utilisé ce terme-là. C'est pas lui qui fait le travail du contenu de Radio Nova. Si Radio Nova ça cartonne, c'est parce qu'il y a Guillaume Meurice, Pierre-Emmanuel Barré, Hakim Omiri, il y a l'émission La Dernière, l'émission La Riposte. Il y a des émissions qui cartonnent sur Radio Nova. Et c'est pas Mathieu Pigasse qui les fait, les émissions. Non, 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 non. Mathieu Pigasse, c'est juste le mec qui possède la chaîne, qui les laisse faire et qui fournit la thune. C'est tout. S'il n'y a plus tous les humoristes et les gens talentueux de Radio Nova pour faire tourner ses émissions et avoir un bon discours, etc., il n'y a plus rien. De la même manière qu'une usine, s'il n'y a pas les travailleurs pour faire tourner les machines, l'usine, elle marche plus non plus. Voilà. Donc bon, quitte à sucer ce qui se passe sur Radio Nova, Mathieu Pigasse, à part faire de la thune, il a aucun mérite à tout ça, à part fournir la thune. Ceux qu'on le mérite, c'est ceux qui travaillent à Radio Nova et qui produisent toutes ces émissions. Voilà. Le seul moment à voir dans son interview de légende, ça dure 5 minutes. On regardera peut-être après. Tout que ça... Vas-y, on regardera peut-être après. Je le mets de côté au cas où. Attendez, bougez pas. On lit l'article avant, on regarde l'extrait. Ça dure 5 minutes. 5 minutes, c'est déjà un peu long. Hein. On va commencer en lisant l'article. Voilà. Donc oui, pourquoi je parle de ça? Parce que Mediapart a sorti un article, justement. Alors attendez, j'ai oublié de cacher ma barre de tâches. Masquer automatiquement la barre de tâches, c'est bon. Parce que Mediapart, justement, a sorti un article.
un parti pris de Laurent Mauduit, Mathieu Pigat sous l'imposture d'un, je cite, banquier de gauche. L'homme d'affaires qui n'exclut pas être candidat à l'élection présidentielle se dit proche de la gauche et même de la gauche radicale. Une plongée dans les arcanes du capitalisme parisien permet d'avoir des doutes sur la sincérité de cet engagement. C'est un peu ce que je disais. Je pense qu'il a une sensibilité de gauche quand même malgré tout. C'est pas 100% de l'opportunisme, mais forcément il y a de l'opportunisme là-dedans. Il se dit vas-y, il y a un coup à jouer en finançant des trucs comme Radio Nova, en finançant la gauche médiatique, donc j'y vais. Je vais là-dedans. Ça me paraît évident, Et vous savez à qui ça me fait penser? Ça me fait penser à Régis Le Gorilla. Régis Le Gorilla, je dis pas que c'est pas un mec de gauche. Il a vraisemblablement une sincérité dans sa sensibilité politique, qu'il positionne à gauche. Évidemment, je dis pas le contraire pour Régis Le Gorilla. Mais à côté de ça, il y a quand même probablement une forme d'opportunisme aussi quand on connaît le personnage de Régis Le Gorilla. Ce mec aime trop les stats, il fait tout pour avoir les plus de stats possibles. Et ça fonctionne, hein, force à lui quelque part. Je dis pas. Mais à un moment donné, si c'était pas rentable aussi, en tout cas, si à un moment donné, ça lui mettait un caillou dans sa chaussure pour sa carrière, je pense qu'il l'aurait beaucoup moins fait. Mais il s'est dit, en fait, aller full à gauche, c'est pas ça qui va m'empêcher de stats. Et au contraire, ça peut aussi, même vu comment les choses se déroulent sur Internet, ça peut même me donner une nouvelle forme de buzz et aller plutôt dans le sens d'améliorer ma carrière. Alors je dis pas que c'est un mec de droite qui fait semblant d'être de gauche juste pour les stats. C'est pas ça. Je pense que c'est quand même un mec de gauche. Mais je pense que la sincérité de sa sensibilité ou de son engagement politique, ça lie une forme d'opportunisme. Et c'est une bonne nouvelle en fait, qu'il y ait des profils comme ça, qui se disent par opportunisme, je vais avoir un discours de gauche, même si c'est pas que de l'opportunisme, mais qu'il y ait une part d'opportunisme et qui est dans ce genre de profil, c'est une bonne nouvelle. C'est que le discours de gauche porte en France aujourd'hui. Donc voilà, on peut voir. Voyons le verre à moitié plein. Le fait qu'on ait des Mathieu Pigas, et même, allez, je vais rajouter des Régis Le Gorilla de nos jours, qui probablement sont un peu opportunistes sur les bords, à certains degrés. Beaucoup plus Pigas que Régis Le Gorilla, hein, je dis pas. Beaucoup plus Mathieu Pigas. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une demande d'un discours de gauche en France. Ça veut dire que la gauche est loin d'être morte en France. Et ça veut dire qu'avoir un discours bien à gauche, les gens en redemandent. C'est un bon signal. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Il parie à la hausse sur la gauche. Bah ouais, il y a un peu de ça. Elle est très bien cette phrase. Il parie à la hausse sur la gauche. Tout à fait. Mais c'est très bien. S'il y a des gens qui parient à la hausse sur la gauche, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez? Un peu comme sur Polymarket qui essaie de prédire l'avenir. Bah voilà. Si on regarde les Pigas et les petits opportunistes comme ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà. S'il y a des gens qui parient à la hausse sur la gauche, quand on est de gauche, on peut s'en réjouir. Mais gardons un œil alerte, justement. Voilà. Régis a une bonne mentalité de droite quand même. Mais enfin, moi, si je me permets de parler d'opportunisme pour Régis Le Gorilla, que j'aime bien par ailleurs, hein, vraiment, c'est pas un ennemi. Hein, j'ai pas envie de me le mettre à dos ou de partir dans des grandes séquences de il faut. Voilà pourquoi Régis Le Gorilla n'est pas un camarade ou quoi que ce soit. Moi, je m'en fous. J'ai pas de souci avec lui, quoi. Mais je l'ai vu faire une pub pour des trucs d'investissement en bourse et c'était une OPSP. Alors qu'il gagne très bien sa vie, il a quand même fait une OPSP en plus pour dire voilà, moi j'utilise ça pour investir en bourse, vous devriez investir en bourse aussi avec ce site. J'étais en mode genre, mais attends, ça c'est un peu. Quand même. Je veux bien ne pas faire le gauchiste cliché, mais là quand même, c'est un peu. C'est un peu too much, non, il a vraiment pas besoin de ça, il gagne déjà très bien sa vie. Il gagne quand même déjà très bien sa vie. C'est un peu. Ça va. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. C'est il y a longtemps ce que tu dis? Non, c'était il y a pas longtemps. C'était pas longtemps sur Instagram. J'ai vu ça, j'étais en mode genre, attends. Quand même. Parce qu'il lui vraiment, il a dive in dans le gauchisme sur Internet, alors que c'est un youtubeur ciné à la base. Alors avant, il parlait déjà de politique sur Twitter, mais vraiment, il a diversifié son contenu. Et vraiment, il parle beaucoup de politique en étant très très à gauche. De toute façon, en vrai, il voit bien que ça stat d'avoir un discours de gauche sur Internet. Il voit bien que ça stat. Alors après, des fois, il critique aussi LFI par ailleurs. C'est pour ça, il y a une sincérité dans son engagement, j'en suis persuadé. Parfois, il suit pas forcément exactement la mouvance de ce que dit la gauche Internet. Parfois, il est en mode genre, là, Mélenchon, je suis pas d'accord avec lui, il se prend des sauces pour ça. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a une sincérité dans son engagement. Mais quand tu vois qu'à côté de tous les discours bien à gauche qu'il peut avoir, et les stats qui vont avec quand il pose des trucs comme ça, qu'à côté de ça, il continue à faire des pubs pour des trucs en mode trade république, machin bidule, en même temps, OPSP, pour prendre un chèque, je me dis qu'il y a forcément une part d'opportunisme, ou en tout cas que c'est pas un angle mort, est-ce que c'est rentable ou pas d'avoir un discours de gauche pour lui, quoi. Voilà. Et je trouve que l'analogie est pas mal entre Pigas et Régis Le Gorilla, parce que voilà, il y a une forme de sincérité sur l'engagement et une forme d'opportunisme. Mais je pense vraiment que c'est les deux. Il faut garder ça dans un coin de sa tête. C'est vrai, au bout d'un moment, voilà, quoi, le premier gars qui veut avoir vaguement un discours de gauche, le moment où ça va être porteur, si on commence tous à se dire trop bien, c'est un camarade, à un moment donné, on va plus savoir comment penser la société. N'est-ce pas? Voilà. Bref. Allez, c'est parti. Je sais déjà qu'on va revoir cette séquence avec sa gueule incrustée en bas à gauche 100%. Ah ouais? Tu penses? Bah écoute, si c'est le cas, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, Régé.
Faut bien créer son contenu. Il n'y a pas de souci. Hein. Et moi, encore une fois, je dis ça. J'essaie d'analyser ça, mais moi, je suis pas du tout un anti-Régé Le Gorilla. Hein. Moi, j'aime plutôt bien ce gars-là. Voilà. Mais bon. Si on réfléchit un peu, bon, est-ce qu'il n'y a pas une petite forme d'opportunisme quand même? Après, voilà, hein, c'est Internet, c'est comme ça. Hein. C'est le genre de critique qu'on peut les faire à plein de gens. On peut les faire plein de gens. Bref, allez, c'est parti. Depuis plusieurs mois, Mathieu Pigasse est un des chouchous de la scène médiatique parisienne. Curiosité légitime, car le patron du groupe de presse Combat Média, les Inrocks, Radio Nova, etc., se targue de défendre l'indépendance de la presse et d'être l'anti-Bolloré. Tout nous oppose, assure-t-il. Et puis l'homme a de l'ambition et se voit une destinée, puisqu'il répète qu'il n'exclut pas d'être candidat à la prochaine élection présidentielle, pour fédérer les gauches si gravement divisées. Merci Kaiser Sosé pour ton premier mois d'abonnement. Parce que moi je serais pas opportuniste aussi. Voilà. Je suis là, je fais mon contenu politique sur internet et vous me donnez de l'argent. Oh, on peut m'adresser le même genre de critique aussi. C'est normal. Bref. Mais tout de même, ne va-t-on pas prendre la précaution de s'interroger sur cette étrange oxymore de banquier de gauche, dont tout le monde l'affuble? Peut-on être l'un et l'autre à la fois? Il n'y a qu'une seule manière de le savoir, c'est d'examiner les faits et de faire une plongée dans les arcanes du capitalisme parisien, dont il est une figure connue. Tout à fait. C'est ce qu'on va faire. Et c'est vrai que oui, il a ce côté fédérer les gauches si gravement divisées, patati patata. Et moi, le truc qui m'a un peu énervé, qui m'a donné envie de... j'ai fait une story sur... Enfin, j'en ai parlé sur Instagram. Ce qui m'a un peu énervé, c'est qu'il y a eu cet article-là qui est sorti, et la réponse de Mathieu Pigasse, il s'est permis de paraphraser Lénine. Il a dit la division, c'est la maladie infantile de la gauche. Il a utilisé le terme maladie infantile, un terme de Lénine, hein, littéralement, pour répondre à un article de Mediapart qui disait méfiance avec ce gars-là, c'est quand même un banquier d'affaires qui va restructurer la dette du Venezuela et qui était pote avec Dominique Strauss-Kahn pendant des années. Critique tout à fait légitime. Il est en mode genre, vous créez la division, relire Lénine, c'est la maladie infantile de la gauche. Alors que normalement, c'est le gauchisme, maladie infantile du communisme. Moi, quand j'ai vu sa réponse, j'étais en mode genre, ouais, non, par contre, là, tu vas te calmer, Mathieu. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et poto avec Xavier Niel, bon, on va lire l'article. Mais je suis un peu en mode genre, il utilise aussi le terme sur l'interview Legends. Alors moi, il y a un truc qui me trigger en tant que communiste, ou je vais m'approprier le terme pour le coup. T'es un banquier d'affaires, centimillionnaire, qui travaille dans les trucs de restructuration de dette de machin bidule. Tu ne cites pas Lénine, tu ne paraphrases pas Lénine. Lénine, il t'aurait littéralement exproprié. ou pire, pendant la guerre civile. Donc ça va, au bout d'un moment, ça va. C'est du même niveau que les droitards qui citent Gramsci en parlant de bataille culturelle. Respectez les gens et respectez-vous. Ça, c'est pas possible. Ils osent tous, c'est à ça qu'on les reconnaît. Ah non, ça vraiment, ça m'a trigger. Je suis trop un rouge pour que ça m'a pas trigger. Je suis en mode non, ça c'est pas possible par contre. C'est pas possible. C'est bien, finance Radio Nova, on prend. Par contre, juste Lénine, tu le laisses là où il est et tu te raccapares pas ce mec. Pas toi. Toi, t'as pas le droit pour le coup. T'as pas le droit. Il cite Lénine en restructurant la dette du Venezuela voulue par Trump. Bah ouais, non, c'est genre non. Ça, je suis en mode non, ça c'est non pour le coup. Bref, allez, donc Mathieu Pigasse. C'est en 1998 que Mathieu Pigasse se rapproche de la politique en intégrant comme conseiller technique le cabinet du ministre Dominique Strauss-Kahn, dont il deviendra un proche. Puis un an plus tard, quand son mentor, éclaboussé par un premier scandale, doit quitter Bercy, Pigasse devient le directeur adjoint du cabinet de Laurent Fabius, qui prend la succession de DSK. Alors, rappelle que DSK, c'était pas à cette époque-là, mais DSK a fini directeur du Fonds monétaire international, directeur du FMI. C'est vraiment le PS qu'on déteste. Le PS qu'on déteste le plus, c'est littéralement le PS de Dominique Strauss-Kahn. Eux, c'est vraiment les social-libéraux qui se disent de gauche, mais qui sont des gros capitalistes exactement comme les autres, quoi. Vraiment, la ligne de Dominique Strauss-Kahn, c'était vraiment ça. Il était pressenti pour gagner la primaire du PS et être le prochain président de la République. À la base, vous voyez Hollande, tout ce qu'il représente. Cette politique de droite menée par un président soi-disant de gauche, à la base, c'était Dominique Strauss-Kahn qui était pressenti pour avoir ce rôle-là. Le fossoyeur de la gauche, qui au final est une politique économique néolibérale, de droite, classique, tout en se réclamant du socialisme, c'était DSK l'homme de ça à la base. Donc DSK, sur ce qu'il représente, c'est vraiment ça. C'est le PS de droite qui, économiquement, tout est acheté à la poubelle. Voilà. Donc rappelle qu'il vient quand même de là, Mathieu Pigasse. Assez intéressant. Et bon voilà, il était dans son cabinet, quoi. Et conseiller technique du cabinet ministériel de Dominique Strauss-Kahn. Bon. Quand même. Donc voilà, petite photo de Mathieu Pigasse avec Xavier Niel, justement, à l'Assemblée nationale le 2 avril 2026. Donc c'était un moment où il y avait des commissions parlementaires là, sur les propriétaires de médias, j'imagine. Ça doit être un truc comme ça. Bon, on va voir. Le haut fonctionnaire est alors étroitement associé à la politique économique conduite de 1998 jusqu'à 2002. C'est l'époque contrastée de la gauche plurielle, incarnée par Lionel Jospin. Les deux rivaux qui étaient Strauss-Kahn et Fabius se livrent alors à une surenchère pour apparaître le plus blairiste possible, en référence au Premier ministre britannique Tony Blair. Donc Tony Blair, pareil, c'était un Premier ministre travailliste, et ça correspond à cette époque-là, l'époque où il y a eu un ralliement massif des gauches social-démocrates européennes à l'économie de marché néolibérale, quoi.
Et Tony Blair, il est désastreux, Tony Blair, hein, vraiment. C'est du Hollande puissance 10, quoi. Tony Blair, c'était en mode je vais être un gros droitard économiquement, tout en me réclamant du parti travailliste et de la gauche britannique. Donc il y avait une course à l'échalote de qui allait être justement le plus à droite économiquement dans cette gauche-là à l'époque de Lionel Jospin, etc. Et Jean-Luc Mélenchon, qui était au Parti Socialiste là-dessus, à cette époque-là, justement, Jean-Luc Mélenchon, il faisait partie de l'opposition de gauche au PS, qui était en mode ça, c'est plus possible. Ce n'est pas possible, ça. Genre, je suis pas au PS pour qu'on fasse comme ces putains d'anglais et Tony Blair à être le plus de droite économiquement possible, à juste suivre le sens du vent néolibéral. C'est pour ça, à la base, qu'il s'est barré en 2008 du Parti Socialiste, Jean-Luc Mélenchon. C'était ça, il est en mode c'est pas possible. Et si on peut pas changer le PS de l'intérieur, si ma ligne de gauche économiquement, qui reste fidèle à l'idéal socialiste, ne peut pas gagner en interne, je me casse et je fais mon propre parti ailleurs. C'est la création du parti de gauche, puis du Front de gauche, puis de la France insoumise. Ça part de là à la base. Jean-Luc Mélenchon qui se barre du PS, c'est justement parce que à cette époque-là, au PS, il y avait trop de gars comme ça. Les Strauss-Kahn, les Fabius, tous les blairistes. Il était en mode, les blairistes, moi je peux pas les blairer. C'est pas ça la gauche, je me casse. C'est ça qui fait que Jean-Luc Mélenchon a émergé tel le Jean-Luc Mélenchon qu'on connaît aujourd'hui. Et qui était parmi les conseillers techniques, banquiers d'affaires les plus blairistes à cette époque-là? Un certain Mathieu Pigasse. C'est intéressant quand même. C'est intéressant. En faisant le lien avec Jean-Luc Mélenchon. Et ça vous aura pas échappé que Mathieu Pigasse, il finance la gauche, etc., etc. Il parle pas trop de LFI. Hein. Et au grand jamais, il parle du programme économique ou quoi que ce soit de la France insoumise. Hein. Il est en mode genre, non, je suis pour une gauche unie, il faut que la gauche puisse gagner, etc., etc. Il soutient pas directement LFI. Pourquoi? Parce que la ligne économique de LFI, c'est créé précisément en opposition à la ligne à laquelle appartenait Pigasse à l'époque. Donc c'est pour ça. Merci pour le fric pour Radio Nova, mais par contre, tu vas te calmer 5 minutes. Et surtout, tu vas arrêter de paraphraser Lénine sur Instagram. Voilà. Les blairistes, je peux pas les blairer. Exactement. Phrase canonique de Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. CF, l'extrait que tu m'as envoyé sur Légende. Ça là si je peux te parler et te poser une question honnête. Ok, alors intéressant. Il était temps, tout à l'heure. Après 1h30 d'émission, de me poser une question honnête. Salopard. On parlait de la gauche qui était un peu éclatée, tu disais, en plein Je de ne sais pas petits ce que c'est que morceaux. le super Merci profit. Odali pour ton 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le leader de LFI, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ah, ok, Qu'est-ce il que parle toi, de tu Mélenchon, en penses Ton opinion personnelle aussi, est-ce que tu te mettras derrière en 27 ? Est-ce que si tu te présentes, tu seras en face Comment tu vois le truc, toi ? Non, je vais te dire. Ta vision honnête, D'abord sur Jean-Luc Mélenchon, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est le talent et l'efficacité. Dans la création de LFI, c'est un parti créé de rien il y a 10 ans, qui aujourd'hui est une des forces politiques majeures de la France. Donc rien que ça, il faut saluer quand même ce qu'il a fait. Oui. La deuxième chose, c'est l'efficacité de LFI, on la voit aujourd'hui. L'efficacité politique, l'efficacité dans l'organisation, les réseaux, dans la capacité à mobiliser, les réseaux sociaux, etc. C'est vrai. Donc là-dessus, moi je dis, franchement, chapeau, efficacité, talent, une volonté très grande. Après, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 50 nuances de gauche. Elles sont toutes... 50 nuances de gauche? Ouais, il y a les communistes révolutionnaires, il y a les communistes réformistes, il y a les post-keynésiens, enfin 50 nuances de gauche. Jusqu'où va sa gauche en fait? C'est ça qui m'intrigue. Est-ce que le social-libéralisme à la Hollande, ça fait partie de ces 50 nuances de gauche ou on est déjà plus dans la gauche? Toutes respectables. Moi, j'ai plein de différences, par exemple, avec Jean-Luc Mélenchon. L'Europe, on en a parlé tout à l'heure. Toi, tu es plutôt pour. Moi, je suis très complètement pour, pro-européen. Très pro-européen. Alors pour moi, ça veut rien dire d'être pro-européen. Est-ce que tu es pro-européen Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. sous la forme actuelle de l'Union européenne? Ou est-ce que tu es pro-européen au mode où tu te dis on doit travailler à l'échelle de l'Union européenne et à l'échelle de l'Europe, mais changer radicalement ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui? Le terme pro-européen, il est vide de sens. Et en fait, de fait, ceux qui se déclarent pro-européens, aujourd'hui, c'est des gens qui sont pour l'Union européenne telle qu'elle existe à l'heure actuelle et qui ne sont pas très critiques de l'Union européenne. Sachant que l'Union européenne, c'est avant tout des règles pour établir un marché commun entre tous les pays de l'UE. Un marché commun libéral, avec pas trop de déficit dans les États, pas de politique économique de la demande, plutôt des politiques économiques qui vont amener à des trucs d'austérité, à des privatisations, quelque chose de très libéral, quoi. Et c'est avant tout ça, l'UE. Alors, les règles à respecter absolument, ou sinon on se fait taper sur les doigts au sein de l'Union européenne, c'est les règles économiques du marché commun de l'Union européenne. Et ça, c'est vraiment des trucs de libéral de merde, c'est des trucs de droite, quoi. C'est Ursula von der Leyen et c'est vas-y, il faut privatiser la SNCF pour créer des nouveaux marchés et réduire le déficit de la France en tout 3%, quitte à privatiser partiellement la sécurité sociale. C'est ça les règles qui découlent pas qui découlent des directives européennes, mais qui s'inscrivent dans la politique économique du marché commun européen. C'est des règles comme ça, c'est des règles qui
par rapport à la France, pousse à faire des réformes de droite. Et c'est avant tout ça l'Union européenne. C'est surtout ça l'Union européenne, aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut changer. Bon, après, je ne suis pas pour sortir de l'Union européenne, et je serais pour justement créer une autre Union européenne, faire les choses à l'échelle de l'Europe et pas juste de la France. Que la France, dans un rapport de force, parvienne à faire aussi participer à faire changer l'Union européenne dans son ensemble pour aller sur une Union européenne sur des règles plus sociales, même socialistes, vous voyez. Socialistes au sens propre, au sens noble. Voilà. Un peu ce que Jean-Luc Mélenchon va tenter de faire en France, essayer de tenter de le faire à l'échelle de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que je suis pro-européen, anti-européen. C'est un peu de la merde. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'Europe, qu'est-ce qu'on fait de l'Union européenne. Et il se trouve qu'aujourd'hui, se déclarer pro-européen, sans préciser, c'est plutôt dire l'Union européenne à l'heure actuelle, je trouve que c'est trop bien. Et donc, du coup, vu que l'Union européenne, c'est avant tout un marché commun libéral, c'est pas une bonne take. Voilà. Européen, je pense qu'il n'y aura pas de salut. Merci Cueillette en Sarwell, merci beaucoup pour ton 13e mois. Hors l'Europe. Une autre Europe, mais l'énergie, le rapport au nucléaire, enfin, il y a plein de différences entre nous. Mais je pense qu'à un moment, il faudra se retrouver, mais que le meilleur l'emporte, si je puis dire. Et The Powerhead, merci. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas ce que c'est que le super Et merci Citoyen Guinness. Merci pour le 6e mois consécutif. Merci beaucoup. En le disant, je me suis demandé, est-ce que... si tout le monde avait compris. Tiens, non, il y a un train de live, les amis. Merci. Je ne sais pas ce que c'est que le merci super beaucoup. profit. Merci beaucoup pour le 6e mois d'abonnement. Étant donné qu'il y a un train de live, ce que je vous propose, c'est de me financer. Parce que Mathieu Pigasse, il va pas me financer, du coup, a priori. Voilà. J'avais toujours la porte de sortie Pigasse. Mais là, du coup, après ce live, pas sûr. Hein. Voilà. Pour que je garde mon indépendance, n'hésitez pas à participer au train de live. Voilà, parce qu'après tout ce que je dis, voilà. Imaginons, je vais te dire ce que je veux dire. Imaginons que, et je le souhaite, qu'il y ait plusieurs... Du coup, j'ai pas suivi ce qu'il a dit là. J'étais obsédé par l'argent. En le disant, je me suis demandé, est-ce que... si tout le monde avait compris. Tiens, non, imaginons, je vais te dire ce que je veux dire. Imaginons que, et je le souhaite, qu'il y ait plusieurs sensibilités de gauche représentées au premier tour de l'élection présidentielle, et je pense qu'il faut une sensibilité autre que celle de LFI aux côtés de LFI, et bien que le meilleur l'emporte pour passer au second tour. Et ce que je souhaite, je vais être très clair, que le meilleur l'emporte. LFI ou une gauche emportée par le Parti socialiste, l'après, les écologistes, et ensuite... Attends, il met l'après les écologistes avec le Parti socialiste ? C'est pas trop ce qui est en train de se passer. Hein. Au contraire, les écologistes et l'après ont acté leur rupture avec le PS. Ils vont pas faire campagne avec eux parce que trop de droite, quoi. Ok, ouais, donc sa gauche, le contour de sa gauche, c'est vraiment en mode moi, LFI, le PS, j'ai pas de préférence, que le meilleur gagne. Ok, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Que celui qui passe, celui où il est vraiment social-libéral compatible, à minima, on est d'accord. Merci Popla Boubou pour le Prime. La force de gauche qui passe au second tour soit soutenue par l'ensemble des autres forces de gauche. Qu'il n'y ait pas d'engueulade entre le premier et le deuxième tour. Qu'il n'y ait pas d'engueulade, et il faut à nouveau que le meilleur l'emporte, que plusieurs sensibilités soient représentées, pas trop, mais voilà. Après oui, il n'y a pas à faire une union qui va du PS à la France Insoumise, parce que ça n'aurait pas de sens, quoi. Ok, c'était juste ça la séquence ou ça continue ? S'il y a LFI, RN, les sondages donnent... En gros, aujourd'hui tournage, ça va peut-être changer, parce que les sondages, c'est fait pour évoluer très vite. On est à 1 an. Non, mais je le dis, Guillaume. Donc là, ça va partir du second tour. C'est très important, 1 an de la présidentielle. Tu as vu qu'il y a beaucoup de... Ouais, mais moi, je pense que rien n'est joué, ni dans un sens, ni dans un autre. Et des sondages à 1 an, donc, alors que personne ne sait qui est vraiment candidat, en dehors d'ailleurs du seul candidat déclaré, je réfléchis en le disant, mais à ce stade, Jean-Luc Mélenchon. Non, je crois que c'est il y a Bruno Retailleau. Il y a Bruno Retailleau. Non, il y en a quand même 5-6 là. Bruno Retailleau, c'est un... Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui est déclaré, mais bon, bref, on va pas tout regarder. Hein. On va pas tout regarder, mais ok. Bon, voilà, les contours de sa gauche vont jusqu'à la droite, finalement. Aïe. Et ça, oui, c'est pas la ligne de Radio Nova. Hein. Radio Nova, ils disent pas ça. Hein. Tu regardes la dernière, tu regardes la riposte, c'est pas la ligne de Radio Nova, ça. Voilà. Donc c'est un peu ce que je disais. Ce qui fait que Radio Nova, c'est aussi bien, c'est parce que les gens qui sont sur Radio Nova ont une bonne ligne et font du bon contenu. Merci Pigasse pour la thune, mais politiquement, lui, c'est pas ça. Hein. Il est pas aligné sur Radio Nova, quoi. Donc méfiance. Merci pour l'argent, mais ça ira. Voilà. Ça ira pour le reste. Nova est pas un programme politique, oui, mais... Ah oui, Nova est pas un programme politique, tout à fait. C'est pas parce qu'il met de l'argent dans Radio Nova que ça fait de lui, que ça nous décrit son idéologie et sa ligne à lui. Voilà. Sachant qu'il multiplie les interviews, etc., quoi. Il fait pas juste ça discrètement pour la bataille culturelle et basta, quoi. Il multiplie les interviews, il se met en avant, quoi. Donc, voilà. Justement, c'est très bien, ça veut dire que la dernière et tout ont leur liberté. Mais oui, mais de toute façon, je redis ce que j'ai dit. Ce que Mathieu Pigasse fait avec Radio Nova, alors c'est pas que lui qui le fait, mais le fait qu'il mette de l'argent et qu'il laisse la liberté éditoriale à Radio Nova pour aller à gauche toute, etc., c'est très bien. Ça, c'est très bien. Mais voilà. Mais sur le reste, on va s'en passer. C'est plus ça que je voulais dire. Bref. Ok. En tout cas, c'est intéressant, là. Le truc avec Strauss-Kahn, les blairistes et tout, intéressant. Bref.
Donc qu'est-ce qu'il faisait cette gauche blairiste du nom de Tony Blair à l'époque? Abaissement de la fiscalité des stock options et du taux marginal de l'impôt sur le revenu au profit des plus riches. Ouverture du capital et même franche privatisation d'EDF. Lancement de la privatisation des autoroutes. DSK et Fabius mènent une campagne néolibérale qui va contribuer à l'élimination dès le premier tour de Lionel Jospin lors de la présidentielle de 2002. Mathieu Pigasse, qui n'a pas voulu répondre aux questions de Mediapart, n'est encore qu'une petite main. Mais il est aussi un acteur de ce naufrage. Si la gauche met du temps à se remettre de cette débâcle, je rajouterais qui a permis de se remettre de cette débâcle, Jean-Luc Mélenchon précisément, en se barrant du PS suite à tout ça pour aller faire un parti qui lui est vraiment de gauche, quoi. Pigasse lui rebondit vite, car il a la chance d'être repéré par Alain Minc, qui est alors un personnage important et emblématique du capitalisme de connivence à la française. Il est alors à la fois président du conseil de surveillance du Monde, le conseil rémunéré de nombreux grands patrons et le conseiller de Sarkozy. C'est par son entrisme que Mathieu Pigasse est présenté à Bruno Roger, qui est à l'époque l'homme fort de la banque Lazare, et devient associé gérant de la banque la plus huppée du capitalisme français. Il deviendra plus tard le patron de sa branche française. Donc ça, c'est le truc banquier d'affaires à la banque Lazare, et c'est via Alain Minc qu'il est rentré là-dedans. Donc bon, là, on n'est même pas dans la gauche sociale libérale, là, on est dans la droite libérale, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi, des gros capitalistes de merde. Pigasse passe en 2002 devant la commission de déontologie de la fonction publique, à laquelle il assure qu'il ne traitera pas les sujets qu'il a suivis à Bercy. Officiellement, il va s'occuper de la restructuration des dettes souveraines. Dans un second temps, il reprend aussi les dossiers qu'il a eu à traiter à l'époque, notamment Areva, EADS, la Caisse des dépôts de consignation ou les caisses d'épargne. Et comme son mentor Alain Minc, il n'hésite pas à passer d'un client à l'autre, même si cela l'amène parfois à faire le grand écart. Il en fait d'ailleurs une éclatante démonstration avec la Caisse des dépôts et des consignations, dont il devient le banquier conseil. Ok. À l'époque, la CDC et les caisses d'épargne sont liées. L'établissement public est actionnaire à hauteur de 35% de la banque mutualiste. Attention, c'est un peu technique. Cette alliance fait sens puisque les deux organismes concourent à des missions d'intérêt public complémentaires. Les caisses d'épargne jouissent d'un monopole de distribution du livret A, ce qui garantit la rémunération de l'épargne populaire, tandis que la CDC utilise l'épargne collectée pour le financement du logement social. Cette alliance est un des mécanismes de l'économie sociale à la française que le séisme néolibéral n'a pas encore ébranlé. Ok, alors, c'est un peu compliqué, je suis un peu fatigué, on va essayer de bien comprendre. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui est sur la livret A? Le livret A, c'est l'épargne des Français modestes. Déjà parce que tu peux pas mettre beaucoup d'argent sur ton livret A. C'est juste si tu as quelques milliers d'euros de côté, pas plus, quelques centaines d'euros de côté même, tu les fous sur ton livret A. Tu as le droit d'avoir un livret A dans n'importe quelle banque. Le livret A a deux buts. Le premier but, c'est pour le Français qui épargne, c'est d'avoir un petit taux d'intérêt dessus qui est au moins censé couvrir l'inflation. Ça veut dire qu'en mettant de l'argent de côté, contrairement à si tu mettais des billets sous ton matelas, et bah du coup, tu as un petit taux d'intérêt sur le livret A qui fait qu'au moins ça couvre l'inflation et ça permet de ne pas dévaluer l'argent que tu mets de côté. Donc ça, c'est pour le Français qui met un peu d'argent de côté. Voilà. Et là, on parle des Français les plus modestes, entre guillemets. Hein. C'est pas des gens qui ont des centaines de milliers d'euros de côté. C'est l'épargne du travailleur à la base, le livret A. C'est l'épargne du mec, voilà, il met 200 euros de côté sur son compte en banque, ça part sur son livret A. C'est l'argent des économies des gens qui bossent, quoi. C'est un peu ça le livret A. Parce que sinon, si tu as plus de thunes, ton livret A, déjà, il est plein très vite. Et puis après, tu vas prendre des assurances vie, etc. Tu fais des investissements. Donc le livret A, ça sert à ça. Et effectivement, comment ce taux d'intérêt est assuré pour les épargnants? Il faut que l'argent parte investir des trucs pour qu'il y ait un retour sur investissement dessus. Et donc, à quoi servait cette épargne collectée? C'était pour le financement du logement social, en grande partie. Et ça, d'ailleurs, il y a des politiques qui sont venues dessus dernièrement, quoi. Donc, c'était en mode, OK, l'épargne des Français les plus modestes, à travers le livret A, va aller financer le logement social en France et permet d'avoir un taux d'intérêt qui couvre à minima l'inflation. Et donc, voilà, tout le monde est content. Et donc, effectivement, c'est un des mécanismes de l'économie sociale à la française. C'est plutôt sain comme mécanisme. C'est plutôt de gauche, on va dire. Ça s'inscrit dans le cadre capitaliste parce que c'est une histoire de compte en banque, d'épargne, de taux d'intérêt et de financement, certes, mais c'était plutôt sain. Voilà, l'argent que les travailleurs arrivent à mettre de côté, au moins, ça ne va pas aller financer directement des multinationales, de je sais pas quoi. Ça finance le logement social et tout le monde est content à la fin. Voilà. Et à cette époque-là, ça fonctionnait encore bien. À cette époque, le séisme néolibéral n'avait pas encore ébranlé ce mécanisme. Ok? J'ai bien expliqué, c'est bon? Ça couvre pas l'inflation en vrai. Bah maintenant, ça couvre plus l'inflation. Peut-être, enfin, ça dépend des moments. Mais après, quand il y a eu la guerre en Ukraine, etc., et qu'il y a eu une grosse inflation en France, oui, c'était en mode le livret A ne couvre plus du tout l'inflation. Et je crois que pareil, ça finance moins le logement social qu'avant, quoi. Donc on est en train de perdre ce truc-là. Parce que c'est en mode, qu'est-ce qu'on fait de cette épargne? Et c'est quand même une masse d'argent qu'on peut investir non négligeable, quoi. Donc est-ce que ça part dans l'économie sociale française ou est-ce que ça part financer n'importe quoi avec un retour sur investissement pour les travailleurs qui épargnent qui puent la merde? Bon, voilà. Ça s'est détérioré depuis. En avril 2006, justement, la place financière de Paris est secouée par un scandale.
Le Monde révèle que les caisses d'épargne se préparent à rompre le pacte d'actionnaires qui les lie à la caisse de dépôt et des consignations, en créant, en association avec les banques populaires, une banque d'investissement baptisée Natixis. Ok, donc tout ce mécanisme que je viens d'expliquer, le capitalisme financier, on va dire, à travers ses relais dans l'économie publique, commence à vouloir le déglinguer pour que ça profite à des banques d'investissement, quoi. Que fait Pigasse à ce moment-là? Il passe dans l'autre camp. Cessant d'être le banquier conseil de la CDC, il devient celui des caisses d'épargne. Tiens. Ce sont alors deux banquiers d'affaires qui travaillent main dans la main en 2005-2006 pour la création de Natixis. L'associé gérant de Lazare, Mathieu Pigasse, pour le compte des caisses d'épargne, et l'associé gérant de Rothschild, que vous connaissez, un certain Emmanuel Macron, qui était banquier d'affaires à Rothschild d'ailleurs. Tiens. Donc François Pérolle, futur secrétaire général adjoint de l'Élysée, sous la présidence Sarkozy, pour le compte des banques populaires. Alors on remarquera que Mathieu Pigasse, il a commencé en tant que haut fonctionnaire, conseiller du PS au pouvoir. Alors c'était pas l'Élysée, mais c'était pendant Jospin. Et après il est parti pour être banquier d'affaires. Qui a commencé haut fonctionnaire du PS au pouvoir avant de partir être banquier d'affaires quelques années et revenir pour être président de la République et devenir un personnage médiatique avant ça? Emmanuel Macron. Précisément ce qu'il a fait, Macron. Il a commencé, il a fait un parcours Sciences Po, ENA, haut fonctionnaire, il était secrétaire adjoint, si je dis pas de bêtises, il bossait au cabinet de l'Élysée en tout cas, au secrétariat général de l'Élysée, pour François Hollande au pouvoir. Il a fait ça 2 ans, après il s'est barré chez Rothschild être banquier d'affaires pendant 3 ans, je sais plus exactement, et après il est revenu, et il a commencé à devenir un personnage médiatique, et il a commencé à être ministre, et après il s'est présenté à la présidentielle, et c'est Macron. Voilà. Donc on remarquera quand même qu'il y a une analogie à faire entre la carrière de Mathieu Pigasse et celle de Macron. From haut fonctionnaire qui conseille des gauchistes de droite, François Hollande pour Macron, DSK pour Mathieu Pigasse, into banque d'affaires. Et là, et revenir après en tant que personnage qui se met en avant médiatiquement. Macron était banquier d'affaires avant d'être au PS. Il était pas au PS, mais non, il était au secrétariat général de l'Élysée avant de se barrer chez Rothschild. Il a fait un aller-retour en fait. Il a fait secrétariat général de l'Élysée au tout début de Macron. Après, il s'est barré chez Rothschild, il est revenu pour être ministre. À la toute base, avant d'être chez Rothschild, il était passé déjà secrétariat général de l'Élysée. Si je dis pas de bêtises, mais je suis quasiment sûr de ça. Donc bon. C'est quand même ce genre de profil, donc méfiance. Mais encore une fois, je vais redire ce que je disais au début. Si ce genre de profil un peu macronesque, finalement, à travers Mathieu Pigasse, se retrouve à financer des gauchos de Radio Nova, c'est plutôt un bon signal. C'est plutôt un bon signal pour nous. Non, je me trompe. Mais quand est-ce qu'il était au secrétariat général de l'Élysée? Il a fait Rothschild, secrétariat général de l'Élysée, ministre. Comment il avait fait un aller-retour? Attendez. On va aller voir pour Macron. Emmanuel Macron. Carrière professionnelle. Attendez. Ah mais parce que les deux sont entremêlés. Proche du PS à partir de 2006. Collabore également à partir de 2006 avec la Fondation Jean Jaurès. Tatata. En vue des élections législatives en 2007, il essaie d'obtenir du PS une investiture en Picardie. Ah, t'es déjà dans le PS, hein. Il soutient François Hollande à la primaire présidentielle socialiste de 2011. Ah, non, première responsabilité politique. Donc le 15 mai 2012, après avoir réintégré la fonction publique, Emmanuel Macron devient secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc il était haut fonctionnaire, il s'est barré à la banque Rothschild et il est revenu quand François Hollande a été élu. Excusez-moi, mais il a quand même fait un aller-retour. C'était pas le bon aller-retour que je disais. Mais été 2012, l'ancienne cellule économique de l'Élysée, dont Macron est devenu le plus haut gradé. Démission et projets professionnels. En 2014, l'Élysée annonce qu'il quitte le cabinet de François Hollande et que Laurence Boone reprend des dossiers économiques et financiers. Ok. Donc il est parti du cabinet en 2014, j'ai un peu mélangé. Alors qu'il espérait récupérer le poste de secrétaire général, il est également déçu de la décision de François Hollande de nommer ce dernier à la tête de la Caisse des dépôts et des consignations. Donc vous voyez, c'est quand même ce genre de profil, hein. Hauts fonctionnaires avec des sociaux-libéraux qui bossent à la CDC, quoi. L'analogie marche quand même, hein. Donc Emmanuel Macron quitte le cabinet de la présidence en 2014. Il va où à ce moment-là? Il obtient un poste à l'université Humboldt de Berlin au début de l'été 2014 avec l'aide d'Alain Minc. C'est la même chose! Il fait des allers-retours entre hauts fonctionnaires, caisse de dépôt des consignations, trucs privés avec Alain Minc, etc. C'est la même chose. C'est exactement le même profil. C'est fou quand même. Ok, donc il était parti à l'université, tatata. Après avoir visité des startups en Californie avec Xavier Niel. Wesh. Avec Xavier Niel. J'ai oublié de couper WhatsApp.
C'est les mêmes protagonistes. C'est le même parcours et les mêmes protagonistes. Il y a Alain Minck, Xavier Niel, le PS social-libéral, la Caisse des dépôts et consignations, des allers-retours entre les cabinets ministériels et le privé, les banques d'affaires. C'est les mêmes protagonistes de A à Z. C'est fou. C'est fou. Ça marche trop bien l'analogie Macron-Pigasse. Incroyable, hein. Incroyable. Ok, ça fait quelques semaines dans les locaux du cabinet, etc. Et après, il revient, ministre de l'économie. Donc je me suis trompé. Il était en banque d'affaires. Enfin, à la base, il était déjà haut fonctionnaire à la sortie de l'ENA. Après, il est parti de la fonction publique pour devenir banquier d'affaires chez Rothschild. Après, il est revenu à l'élection de François Hollande pour devenir secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc, c'est assistant du bras droit du président, en gros. Et il s'est barré en 2014. Il retournait plus ou moins dans le privé, hors de la politique, mais vite fait, avant d'être rappelé pour être ministre de l'économie. Voilà. Donc, il a quand même fait des allers-retours. Ça invalide pas ce que j'ai dit juste avant, mais je m'étais trompé effectivement sur le timing, quoi. Voilà. Bon, bref. En tout cas, le parcours et la carrière de Macron et les différents protagonistes, et la carrière et le parcours de Mathieu Pigasse et les différents protagonistes, force est de constater qu'il y a quand même des gros points communs. Donc méfiance. Attendez. Salut, à n'y rien comprendre, Radio Nova, en fait, c'est juste une radio de paille pour Pigasse. Mais non, mais encore une fois, c'était un truc un peu d'opportunisme politique, quoi. Ça lui permet de dire, regardez, moi je finance la gauche, regardez Radio Nova, juste regardez les audiences de Radio Nova. Si vous dites, mais comment il peut être comme ça, et pourtant il a quand même mis ses billes dans Radio Nova et il les laisse faire les gros gauchistes. Radio Nova a explosé ses audiences. Ils ont doublé leurs audiences sur les émissions de gauche. Donc il s'est dit, vas-y, un coup à jouer là-dessus, let's go. C'est aussi simple que ça, c'est une forme d'opportunisme. Après, il a une sensibilité plutôt à gauche. Sur les sujets économiques, je pense que c'est un gros libéral de merde, puisque c'est un banquier d'affaires, littéralement. Mais probablement qu'il a vraiment un dégoût de l'extrême droite, que c'est pas un raciste, etc., etc. Ça, je dis pas le contraire. Mais bon, voilà. Méfiance. Donc, j'en étais où Agent double. Oui, la CDC, la Caisse des dépôts et des consignations. Oui, voilà, j'en étais là. Donc, du coup, au moment où tout le système plutôt d'économie sociale, où l'argent des livrets A partait dans le financement du logement social pour garantir à côté un taux d'intérêt qui au moins couvre l'inflation pour les travailleurs qui épargnent, ce système de livret A. Quand du coup il y a une banque d'investissement qui a commencé à foutre la merde là-dessus, création d'une banque d'investissement Natixis, Pigasse, qui justement bossait plutôt pour la CDC, donc un des acteurs de cette économie sociale à la française avec l'épargne des Français, passe dans le camp adverse et commence du coup à bosser pour Natixis et les banques qui veulent au contraire flécher cette épargne des Français avec des investissements beaucoup moins sociaux. Voilà. L'affaire n'est guère appréciée par le patron de la CDC, Francis Mayer, mais il choisit de ne pas mettre en cause l'associé gérant. Car les deux hommes passent un deal. Pigasse s'engage à raconter à la direction de la CDC le détail des projets sur lesquels il travaille dans le camp adverse. En quelque sorte, le voici agent double. L'histoire se termine mal, car Natixis ira se gorger de produits toxiques, contaminés par la crise financière aux États-Unis. En somme, Pigasse est responsable, avec d'autres, d'une des aventures financières les plus calamiteuses de ces dernières décennies. Il a œuvré à la dérégulation radicale d'une banque mutualiste pour qu'elle mime les outrances de la finance anglo-saxonne, laquelle dérégulation a conduit à l'un des plus graves sinistres bancaires que la France ait connu ces dernières années. Ce qui n'empêche pas Pigasse d'empocher plusieurs millions d'euros pour cette mission. Voilà, donc au moment où la crise de 2008 commençait à arriver aussi, attends, c'est quand, 2006, juste avant la grande crise financière de 2008, il était en mode genre, vas-y, on va déréguler l'économie en brisant le modèle d'économie sociale du livret A français pour aller fléchir ça vers des investissements dégueulasses de banques d'investissement de merde comme les anglo-saxons. Voilà son œuvre dans l'économie publique à Pigasse. Économiquement, il n'est pas de gauche, hein, ça c'est clair. Économiquement. Après, voilà, il y a plusieurs marqueurs. La finance n'est pas son seul plaisir. La politique en est un autre. Il a soutenu Ségolène Royal pendant la présidentielle de 2007, dans l'espoir d'un ministère. Il fait partie des GRAC, ces hauts fonctionnaires qui ont fait la promotion d'une alliance Royal-Bayrou. Il était bayrouiste aussi. Waouh. Il manque de succomber aux sirènes de Sarkozy qui lui proposent de devenir secrétaire d'État. Mais il refuse. C'est à ce moment-là qu'il commence à lorgner vers la presse, et notamment vers Le Monde. Toujours très proche de Dominique Strauss-Kahn, malgré le discrédit qui pèse sur l'ancien ministre, il rêve que le journal appuie la campagne présidentielle de 2012 à laquelle son ancien patron se prépare, donc Dominique Strauss-Kahn. Il n'est pas le seul à caresser ce projet. Toute une petite bande commence à s'organiser pour préparer la future campagne présidentielle de leur champion DSK. Dans le lot, il y a aussi Daniel Cohen, professeur d'économie à l'École normale supérieure, qui travaille sans en faire la moindre publicité pour la banque Lazare, donc la fameuse banque d'investissement, banque d'affaires, dans laquelle travaillait Mathieu Pigasse. Il y a encore Gilles Finkelstein, actuel secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, qui prête sa plume à Pigasse quand il écrit un essai. Mais pour mettre la main sur le journal, il faut beaucoup d'argent. Et si riche qu'il soit,
le banquier d'affaires n'en a pas assez. Il trouve vite la solution en la personne du richissime Xavier Niel, pour lequel le raid sur Le Monde a un autre intérêt, lui permettre de s'acheter une respectabilité bien utile dans la vie des affaires. Respectabilité qui a été ternie du fait de sa détention provisoire, puis de sa condamnation par le tribunal de grande instance de Paris le 27 octobre 2006 à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 250 000 € pour des faits de recel de biens. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent amener un milliardaire à acheter un média. Il y a directement faire de la propagande. Ça, c'est ce que fait Bolloré, par exemple. Bolloré, il était déjà extrêmement riche. C'est un milliardaire déjà extrêmement puissant qui n'avait plus rien à se prouver, entre guillemets. Et donc lui, il s'en bat les couilles. Lui, il achète des médias en masse juste pour faire de la propagande. Je vous mets le lien de l'article. Trop intéressant, l'article, en tout cas. Trop intéressant. Donc c'est pour ça que Pigasse ait répondu à cet article en disant « Halte au poison de la division. Ça va, 5 minutes, Mediapart. La maladie infantile de la gauche, c'est la division. » En paraphrasant Lénine. Wesh, non. C'est quand même une dinguerie, quoi. C'est quand même une dinguerie. Donc oui, plusieurs raisons qui peuvent amener des milliardaires à acheter des médias. Donc t'as la raison un peu, celle qu'on voit le plus en ce moment, le modèle Bolloré. Un milliardaire qui veut faire de la propagande, qui rachète des médias pour faire de la propagande. Point. Historiquement, en France, c'est un peu plus fin que ça, généralement. Et notamment, Xavier Niel, s'il s'est mis à acheter des médias, c'était pour se doter d'une légitimité, effectivement. Voilà. Donc lui, Le Monde, bon, c'est pas directement, uniquement le média de Xavier Niel. Hein. C'est pas Xavier Niel qui décide de l'intégralité de ce qui se dit dans la rédaction du Monde. Par la rédaction du Monde. La même matière que Mathieu Pigasse, c'est pas lui qui dicte tout ce qui va se dire dans les émissions de Radio Nova. C'est un peu pareil. Mais voilà, pour se doter d'une certaine légitimité, avoir quand même le contrôle sur un truc au cas où, bon bah ça faisait bien de racheter un média, quoi. Mathieu Pigasse, c'était pas pour cette raison-là qu'il voulait avoir ses billes dans Le Monde, c'était pour que Le Monde appuie la campagne du très libéral et gauche de droite Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Qui à l'époque était pire que sur une ligne encore plus droitière économiquement que François Hollande. Même si à l'épreuve du pouvoir, que ça soit DSK ou François Hollande, je pense qu'ils ont mené globalement... Je pense que Hollande a mené la même politique une fois au pouvoir que DSK aurait mené. Mais voilà, c'est la gauche hollandiste, littéralement. Voire pire. Merci la Nef 1989 pour ton 8e mois. Merci beaucoup. Les deux compères s'accordent sur le projet et associent une troisième figure du capitalisme parisien, l'ex-patron d'Yves Saint-Laurent, Pierre Berger. Et c'est ainsi que Pigasse, avec ses deux associés, prend le contrôle en novembre 2010 du Monde, dont le fondateur, Hubert Bovmery, avait toujours souhaité qu'il soit jalousement indépendant et qu'il se tienne à distance de ce qu'il appelait la presse d'industrie. Attends, je n'ai pas suivi. Le fondateur Hubert Bovmery avait toujours souhaité qu'il soit jalousement indépendant, Le Monde, qu'il se tienne à distance de ce qu'il appelait la presse d'industrie. Ok, d'accord. Donc le fondateur du Monde n'aurait pas été content de ça, de ce rachat. D'accord. Reste pourtant une énigme. Comment Mathieu Pigasse s'y prend-il pour sortir un tiers des 110 millions d'euros nécessaires pour l'acquisition du quotidien, soit près de 36,7 millions d'euros par tête? La question est importante, car même si un associé gérant de Lazare est couvert d'or, les gains annuels avoisinent 2 à 3 millions d'euros par an, voire 5 ou 6 millions dans les années exceptionnelles. En fait, ce sont les liens secrets que Mathieu Pigasse a entretenus pendant longtemps avec les caisses d'épargne qui fournissent la réponse. Car c'est à la Banque Palatine, un établissement très discret filiale des caisses d'épargne, qu'il s'adresse pour obtenir les moyens de payer sa part de l'acquisition du Monde, avec une première mise de 22 millions d'euros qui est garantie par une caution de Xavier Niel. Ok, donc ces fameux trucs des caisses d'épargne, c'est ceux qui ont voulu détricoter le système d'économie sociale du livret A qu'il y avait avant que Pigasse arrive, avant 2006. Quoi. Non, Palatine, c'est pas Palpatine, Palatine. Ok. Donc 22 millions d'euros qui est garanti par une caution de Xavier Niel. Le montage financier révèle une autre facette du personnage. Car si Pigasse, tout de gauche qu'il prétend être, peut avoir le soutien secret de la Banque Palatine, c'est évidemment parce que le patron du groupe, dont elle est une filiale, l'accepte. Ou à tout le moins n'y oppose pas son veto. Or, au moment même où Pigasse négocie son emprunt, le patron de la banque, Charles Milot, est évincé. Et en 2009, les caisses d'épargne fusionnent avec les banques populaires pour donner naissance au groupe BPCE, dont le président est François Pérolle, l'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée du temps de Nicolas Sarkozy. On revient à ce profil de François Pérolle, c'est un peu dense. Hein. Attention, François Pérolle qui était dans le truc là, ancien conseiller de Sarkozy, qui était plus haut dans l'article, pour dire justement pareil, le moment de la... Comment dire, de l'attaque sur le système d'économie sociale du livret A, il était déjà dans le truc. Voilà. Merci Rekans pour ton sub. Merci beaucoup. Lequel François Pérolle est par ailleurs très proche de Xavier Niel et le soutient vivement pour qu'il obtienne la 4e licence mobile. Okay. Donc c'est l'histoire avec Free, quoi. Celui qui fait la courte échelle à Pigasse pour devenir un des co-actionnaires du Monde est donc François Pérolle, un banquier très marqué à droite et un ami proche de Sarkozy, avec lequel il a collaboré lors de la création de Natixis. La suite de l'histoire est connue. Mathieu Pigasse vendra par la suite une partie des parts de son groupe de médias au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui ne parviendra pas à faire entrer au capital du Monde du fait de l'opposition de la rédaction. Il vendra en janvier 2022 le reste de ses parts dans Le Monde,
49% à Xavier Niel, lequel abandonnera toutes ses participations dans le groupe de presse, un vrai fonds de dotation. Un vrai faux fonds de dotation. Ok. Voilà, on continue. C'est assez dense et un peu compliqué. Hein. Donc genre, il achète Le Monde avec Niel, plus la part de Pigasse est garantie par Niel aussi. Est-ce que c'est pas juste Niel qui achète tout et qui fait supporter la moitié de l'acquisition par Pigasse, histoire que ça paraisse pas trop abusé? Je sais pas trop. Honnêtement, je saurais pas dire. Mais c'est les trucs de magouille, quoi. C'est les trucs de magouille de milliardaires. C'est hyper complexe, hein. C'est vraiment hyper complexe, quoi. Mais bon, ce qu'il faut retenir de cet article, c'est pas. Enfin, vous avez déjà retenu ce qu'il faut retenir de cet article. Tu vois le profil du gars, quoi. C'est vraiment en mode genre, ah ouais, d'accord. Ça rachète des médias pour faire la campagne du PS social-libéral, encore pire que François Hollande à travers la personne de DSK. Ça s'associe avec des milliardaires et des trucs de fonds privés publics, avec des cautions de gars qui l'aident à rentrer dans le machin. Parce que voilà, c'est le petit monde du capitalisme parisien, comme titrait Mediapart, quoi. C'est ce genre de profil. C'est un mec qui est évidemment intéressé. Il fait pas les choses de bonté d'âme, il a des intérêts personnels là-dedans. Et voilà. Et par rapport à Radio Nova, il y a aussi de ça. Ce qui est plutôt un bon signal. Parce que le fait qu'un quasi-milliardaire puisse avoir un intérêt personnel à financer la gauche médiatique, et la vraie gauche médiatique pas social-libérale, bah, c'est plutôt une bonne chose. Mais bon, jusqu'à quand et jusqu'à où, surtout? Encore une fois, il a le pouvoir d'arrêter la machine s'il le faut. Il a le pouvoir aujourd'hui, Mathieu Pigasse, de définancer Radio Nova, de virer les gens de Radio Nova et de dire les gauchistes, là, c'est plus le moment pour ça. Donc voilà, c'est. Mais enfin, d'où ce truc d'indépendance de la presse qu'on essaie d'avoir un maximum. Et sur Twitch, c'est ça. Sur Twitch, nous, on est dépendant de nos viewers, on est dépendant de la pub YouTube, on est dépendant des algorithmes, on est dépendant de tout un tas de trucs. Mais en tout cas, on n'est pas dépendant d'un milliardaire, quoi. Et Mediapart qui fait cet article-là, c'est le truc qu'ils disent tout le temps, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, nous, on n'a pas de milliardaire qui nous aide. Alors, il y a Xavier Niel, à un moment donné, qui a donné un coup de pouce au tout début du lancement du machin, mais là, aujourd'hui, ils sont 100% indépendants. Leur budget, c'est les abonnements de leurs lecteurs, point à la ligne, quoi. Après, il y en a d'autres qui n'appartiennent pas à des milliardaires. C'est ce que dit Mediapart. Mais à la création du truc, il y avait un fonds où c'était via Le Monde, en fait. Via Le Monde, il y avait Xavier Niel qui avait un truc là-dedans. Mais c'est plus le cas depuis longtemps. Voilà. Mais Twitch est complètement dépendant du bon vouloir de Bezos. Et oui, d'accord, mais moi, si Twitch ferme, je créerai probablement d'autres contenus. Je suis pas financé directement par qui que ce soit, quoi. C'est ça que je veux dire. En tout cas, il y a ce truc où, c'est pas juste Twitch, c'est que les créateurs de contenu sur Internet, et c'est pour ça que c'est pour ça que vous suivez l'actu sur Internet et la politique sur Internet et pas dans les médias dominants, vous autres viewers, c'est qu'on a une liberté de parole, une liberté de ce qu'on peut dire. Bah voilà, on n'a pas un propriétaire au-dessus de nous qui décide de la ligne éditoriale. MDR demande à Bezos, bah Bezos, il va pas me dire arrête d'être de gauche, ribot dans la sauce. Si j'arrête de le faire, j'irai sur une autre plateforme où je sais pas ce qu'on verra, quoi. Mais c'est précisément ce qui marche dans les médias sur Internet et dans le fait d'avoir des médias indépendants. Vous voyez? Alors après, vous pouvez troller là-dessus. Nous, on est esclaves d'autres choses, des algorithmes, de ce qui marche ou ce qui marche pas. Et à un moment donné, parfois, je vais pas forcément avoir envie de faire le contenu que je fais, parce que bon, normalement, il faut bien dégager un salaire, quoi. Vous voyez? Twitch, c'est pas détenu par des capitalistes, mais c'est la plateforme de diffusion. C'est pas le propriétaire de moi-même, de ma chaîne. Il y a des streamers qui sont dans des entreprises, par ailleurs, et c'est pas Twitch l'entreprise. Vous voyez? Je suis pas salarié de Twitch. Je dois juste respecter leur charte de modération, etc. C'est tout. C'est pas un média, c'est une plateforme. Oui, voilà, c'est ça. Contre-exemple avec Elon Musk qui trafique l'algo. Oui, bah moi je suis plus sur Twitter. Enfin, bref, Twitch ou d'autres trucs. Mais justement, on va prendre un exemple. On va prendre un autre exemple que Twitch. Blast. Vous regardez les vidéos de Blast, vous regardez Rhinocéros, vous regardez pas comme Ciellement. Blast, ils font un travail de médias indépendants pour produire du contenu de gauche radicale sur Internet. Ils font un super bon taf pour ça. Alors après, bon, il y a d'autres soucis par rapport au modèle de financement, c'est toujours très compliqué. C'est toujours très compliqué. Vous voyez? Mais Blast, ce qui font que vous regardez Blast plus que, je sais pas, France Info, c'est qu'ils sont indépendants. Ils ont le choix sur la ligne éditoriale. Alors après, il y a d'autres trucs à redire, mais ils appartiennent à aucun milliardaire. Enfin, si le contenu sur Internet, on a une liberté de ton qui n'ont pas les médias dominants, et que vous autres, une liberté de ton, une liberté de parole, tout simplement, qui fait que vous êtes plus sur Internet que sur les médias normaux, c'est justement parce qu'on est plus indépendant, quoi. Donc ça, c'est une question qui est quand même assez centrale, quoi. Vous voyez? Voilà. Après, c'est un peu plus compliqué que ce que je dis. Je grossis, enfin, je simplifie un peu la situation. Il y a des choses qui sont plus complexes que ça. Vous voyez? Mais il y a quand même de ça, quoi. Il y a quand même de ça. Oui, bien sûr, on est dépendant matériellement de la plateforme. Oui. Mais bon, c'est ce qui est bien aussi avec les créateurs de contenu sur Internet. C'est que l'indépendance permet d'avoir un discours qui est plus de gauche que quand on est dépendant d'un milliardaire qui nous finance ou autre, ou d'une rédaction, et des jeux internes de la rédaction et de tout un tas de choses, quoi. Voilà. J'en étais où? Oui. Bref, donc tout ça pour dire, voilà, c'est
Que ce soit Mediapart qui fasse un long article où ça va en profondeur là-dedans, etc. Ça m'étonne pas parce que eux, c'est vraiment le discours qu'ils ont depuis le début en mode il faut qu'il y ait une indépendance de la presse, notamment de ne pas être dépendant de fonds de milliardaires ou quoi que ce soit. Quoi. Voilà. Oui, regardez comment Ribot se censure quand il bosse à l'humain. Voilà, exactement. Exactement. Par exemple, je fais moins le mélanchoniste quand je suis sur le plateau de l'humain parce que, c'est plus compliqué. Je suis moins libre de ma parole, ne serait-ce. Pourtant, l'humain, ça va. Hein. L'humain, ça n'est pas dépendant d'un milliardaire. Alors, c'est dépendant de subventions publiques d'une certaine manière. Vous voyez, même le cadrage médiatique de l'humain fait que j'ai une moins grande liberté de ton quand je suis dans ma chaîne Twitch. Parce que c'est normal. C'est une entreprise avec 100 personnes dedans et moi je travaille avec eux. C'est pas moi qui possède le truc, évidemment. Donc j'ai une plus grande liberté de parole quand je suis sur ma chaîne que sur l'humain. L'humain est dépendant du PCF? Non, elle est liée au PCF, mais elle n'est pas dépendant du PCF. Mais oui, il y a ce truc-là, ce qui fait que j'ai pas la même parole quand je suis sur l'humain que quand je suis sur ma chaîne. Mais c'est normal. C'est un cadre médiatique qui est différent. C'est normal. Et donc justement, c'est aussi pour ça, ça rejoint tout à fait ce que je disais. Voilà. Et donc c'est pour d'autres raisons avec l'humain. Mais effectivement, il y a des liens avec le PCF qui fait que c'est pas tout à fait pareil que quand je suis tout seul sur ma chaîne. Vous avez remarqué que j'ai pas tout à fait le même discours dessus. Voilà. Normal. Mais bon, après, moi j'aime bien bosser avec l'humain, il n'y a pas de souci, quoi. Mais si je devais que bosser avec l'humain et que j'avais pas ma chaîne perso, ça me saoulerait. Parce que j'aurais une moins grande liberté de ton. Mais ce qui est normal, peu importe. Là où tu bosses, t'as jamais pas une liberté de ton, une liberté de parole qui est totale pour tout un tas de raisons. Quand t'es tout seul sur ta chaîne en solo, tu fais ce que tu veux pour le coup quasiment. Tant que tu respectes les règles de la plateforme sur lesquelles tu diffuses. Moi, tant que je respecte les règles de Twitch et de YouTube, de Instagram, je dis ce que je veux. Après, ce qui est différent, c'est que si je dis des choses qui vont pas plaire aux gens, ou si je traite des sujets qui intéressent pas les gens, du coup, je vais moins le faire parce que du coup, les gens regardent pas. Vous voyez, moi, c'est ça ma non-indépendance entre guillemets. C'est ça le revers de la médaille. Par rapport à fait où tu es dans une structure où tu es salarié, certes, tu as une moins grande liberté de parole, mais tu as quand même une plus grande liberté de choix des sujets, notamment, parce que tu fasses un article qui se vende très bien ou un article qui se vend pas trop, à la fin, tu auras le même salaire. Vous voyez? Bref. Mais c'est des sujets qui sont super importants, quoi, et qui sont au cœur de Twitch et la parole de gauche sur Internet. Voilà. Comme n'importe qui vend un truc en indé. Exactement. Et là, il y a des points communs, d'ailleurs, entre un journal comme l'UMA et moi tout seul sur ma chaîne. Il faut toujours un équilibre entre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que les gens vont voir et la parole que tu as envie d'apporter. C'est toujours, il y a toujours cet arbitrage à faire dans les choix éditoriaux, quoi, dans les choix des sujets plus. Voilà. Tu lis les algos qui agissent un peu comme une ligne éditoriale. Bah si, c'est un peu ce que je disais aussi. Même si c'est pas une entreprise, quand tu es dans un collectif, qu'il soit militant ou associatif, faut garder tes collègues en considération quand tu t'exprimes. Voilà, exactement. Et moi, c'est pour cette raison-là, en réalité, que je dis pas la même chose quand je suis au PC, quand je suis à l'UMA que quand je suis sur ma chaîne. Mais c'est normal, c'est pas une critique de l'UMA quand je dis ça, c'est juste c'est pas le même cadre. Et donc, c'est pas les mêmes règles qui s'appliquent. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Bref, allez, on continue. On en revient à Mathieu Pigasse. Louvoyant dans le dédale obscur du capitalisme parisien, Pigasse en devient donc une des coqueluches. Merci Solfervin pour ton 8e mois, merci beaucoup. Ses clients sont les figures connues du CAC 40. Il y a aussi des figures plus controversées. Un seul exemple, dont on parlait tout à l'heure, Bernard Tapie commence à percevoir une partie des 404 millions d'euros obtenus au terme du célèbre arbitrage, dont on découvrira qu'il a été frauduleux. Il se tourne lui aussi vers Pigasse. Il l'a connu du temps où le haut fonctionnaire était au cabinet de Fabius, lequel avait, dès cette époque, vivement poussé la roue pour qu'un arbitrage ou une médiation intervienne en sa faveur. Une décennie plus tard, Tapie entre donc en affaire avec Pigasse. C'est par son entremise qu'il vire le 18 septembre 2008, sur un compte ouvert à la Banque Lazare, les 45 millions d'euros qu'il a perçus en indemnité au titre du préjudice moral, lequel est en réalité très immoral. Ce qui permet à la banque de souscrire le 2 décembre 2008, pour son client et son épouse, des contrats d'assurance vie auprès d'AXA Vie France, et le mondial partenaire pour un montant global de 36 millions d'euros. Ça fait une belle somme. Puis, au printemps suivant, les deux hommes sont encore à la manœuvre pour ramasser en bourse des titres du Club Med, grâce à l'argent que Bernard Tapie a indûment perçu. Est-ce Pigasse qui a l'idée de prendre pour cible cette entreprise, dont le PDG Henri Giscard d'Estaing, fils de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, a pour conseiller occulte Alain Minc, encore lui, avec lequel le même Pigasse s'est dans l'intervalle brouillé. En tout cas, la bataille boursière tourne alors au vaudeville, puisqu'elle donne lieu à une réunion surréaliste à la fin du mois d'avril 2009, dans le bureau de Minc, en présence de ce dernier, flanqué de son client Giscard d'Estaing, ainsi que de Pigasse, flanqué de son client Tapie. Ah ouais, on est vraiment dans les magouilles de chez magouilles, quoi. Pour finir, les tractations ne débouchent sur rien. Tapie renonce à croquer le Club Med, et l'histoire s'arrête là. Ok. Parmi tous les dossiers que brasse Pigasse, il faut encore citer celui de la restructuration des dettes souveraines. Ah, ça m'intéresse. Qui est pour lui un motif de fierté.
C'est pas un concours de circonstances que le banquier d'affaires s'intéresse à cette question, à la faveur de la crise financière que la Grèce traverse. Avant, la Banque Lazare est peu présente sur ce marché. L'établissement qui tient le haut du pavé, c'est Goldman Sachs, sous la houlette de son vice-président Mario Draghi. Ah là, on est vraiment dans les trucs de la troïka européenne de l'enfer. Mais la banque, qui a aidé la Grèce à dissimuler ses déficits publics grâce à des artifices comptables, est mise sur la touche. Ok, donc Goldman Sachs. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut faire un petit sondage? Merci Corbeau Gentil 39, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un petit sondage? Qui a dans son entourage quelqu'un de hyper prumdeg par la candidature de Pigas? Parce que moi j'en ai quand même 2. Moi j'en ai un. J'ai quelqu'un qui m'a dit « Oh, je l'ai vu chez Léa Salamé, en vrai, il est trop fort ce gars, trop bien !» Il était vraiment premier degré, très enthousiasmé par Pigas. Oui, on parle de Pigas, le propriétaire de Radio Nova. Ouais, moi j'en ai un. J'avoue, sondage. Très bien. Je vous laisse 2 minutes pour voter. Avez-vous, dans votre entourage, quelqu'un, au moins quelqu'un, de premier degré? Non. Avez-vous dans votre entourage un Pigas Zouz? Je suis obligé de l'écrire de manière courte. On peut Je pas ne faire des sais pas ce questions. que c'est que super Un profit. Pigas Zouz premier degré. Oui. Non. Donc Pigas Zouz, c'est quelqu'un qui est vraiment enthousiasmé par Mathieu Pigas, qui l'a vu parler dans les médias, etc. Qui est vraiment genre waouh, oh, je l'ai vu, il est vraiment super. Ce genre de choses. Que ce soit pour la candidature à la présidentielle ou autre. Mais pour voilà, typiquement, qui sont en mode genre oh, s'il se présente, ça serait bien. Ce genre de choses. Moi, j'en ai un. Un très bon ami à moi qui l'a vu chez Léa Salamé et qui était impressionné par le gars. Qui était en mode genre ah ouais, il est vraiment super. Moi, j'en ai un perso. Ah ouais. Ah non, quand même. La plupart des gens, non. Ok. On est à du 90-10, quoi. J'ai pas d'entourage dont la question est vite répondu. Ah! Dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui a voté Glucksmann. J'ai forcément tous les types d'échantillons de votants et votantes. Merci Alexis Henry. Merci beaucoup pour ton 3e mois. Comment ça va? Je sais pas si on est meilleur échantillon, tout à fait. Il y a 2 personnes qui ont répondu à je n'ai pas d'entourage dont la question est vite répandue. 2 salles, 2 ambiances. Il y a un chais et un force petit cœur. La dualité de l'être humain. Posez-vous des questions. De quoi? Sur notre entourage? Ah pardon, Stalf. Excuse-moi, je vais arrêter d'être pote avec mon pote. Parce qu'il est moins politisé que moi. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Il faut arrêter d'être hypé par les riches même s'ils se positionnent à gauche. Non mais là c'est pas une histoire d'être riche ou pas riche. C'est une histoire de... Bah, vous avez lu le même article que moi. Vous avez lu le même article que moi. Ok, donc on est quand même sur 94% du chat qui dit non. Dans mon premier degré, j'ai personne qui est vraiment enthousiasmé à Pigas. Bref, à Barré? Ah ouais? Mediapart appartient à la CIA. Quand il s'agit de taper sur la première force de gauche en France, ils reprennent les fake news des médias fachos. Ça crache son venin à cœur. Ouais, bah cet article est super en tout cas. Ok. Donc on est sur du 94-6. Ça marche. Donc on était où? Mario Draghi, oui. Donc oui, restructurer la dette grecque. Donc rappelle un peu de l'enfer que ça a été, de cette histoire de dette grecque. Dans la foulée de la crise des subprimes, la fameuse crise financière de 2008, avec des espèces de prêts insolvables aux États-Unis dans le marché de l'immobilier, des prêts qu'on appelait subprimes, il y a une immense crise financière. Mais c'est Goldman Sachs qui a fait faillite d'ailleurs. Non, c'est pas Goldman Sachs, c'est qui a fait faillite? C'est qui déjà? Les Lehman Brothers, un truc comme ça? Il y a vraiment une banque d'affaires qui a fait littéralement faillite aux États-Unis. C'est rarissime. Bref, oui, c'était Lehman Brothers, c'est ça, Lehman Brothers, j'ai mélangé. Donc, suite à cette grande crise financière, vous en souvenez probablement, ça s'est répercuté en crise économique dans la zone euro, 1 an plus tard à peu près, et ça a été la merde, c'était grave la merde, notamment pour la Grèce, qui du coup, pris dans cette crise économique, s'est retrouvée grave dans le caca, quoi. Et donc, du coup, c'est l'époque où il y a, comment il s'appelle? Le mec Varoufakis, qui était ministre de l'économie, là. Tsipras, c'est ça? Qui a gagné l'élection présidentielle, l'élection pour être Premier ministre. Oui, c'est ça, c'est Tsipras. Tsipras. Qui a voulu appliquer une politique de gauche. Et en gros, l'Union européenne a dit non, ça serait une politique d'austérité absolument atroce et tu fermes ta gueule. Et Tsipras a dit bon, ok, j'ai pas le choix. Et donc, ce qu'on appelait la Troïka à l'époque, qui est un peu les institutions européennes, libérales, etc., ont vraiment mis la Grèce à genoux économiquement parce qu'ils étaient en mode votre modèle économique, ça va pas du tout, vous êtes trop endettés. C'est la merde. Donc ils ont fait vraiment une saignée, je résume ça très grossièrement, je me souviens pas dans les détails de tout ça, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que l'Union européenne a imposé une politique d'austérité vénère à la Grèce
Et vraiment, le taux de suicide en Grèce a doublé en quelques années, quoi. C'était vraiment en mode, ça a foutu la merde, avec une politique d'austérité massive, de désinvestissement, des services publics, etc., etc. Ça a appauvri les Grecs pendant des années et des années et des années. Ils s'en remettent encore à peine, là, de tout ça. Ça a été une saignée, littéralement. Et c'était horrible, quoi. Vraiment, l'économie grecque a pris très, très cher. Et les Grecs les plus modestes, les travailleurs grecs, ont pris extrêmement cher. Ça a été une grande augmentation de la pauvreté en Grèce. Et voilà, les taux de suicide de la consommation de drogue a explosé dans la foulée de ces décisions prises par la Troïka européenne, quoi. Donc c'est vraiment serious business, quoi. La Grèce s'est fait mettre à genoux. La Grèce s'est fait saigner par l'Union européenne. Voilà. Et ça fait à peine quelques années que ça revient, quoi. Vraiment, ils ont pris une cure d'austérité directement pilotée par l'UE. C'était dramatique pour les Grecs, qui ont pris très très cher à ce moment-là. Alors qu'une autre solution a été possible si effectivement ils décidaient de... Après, bon, ils avaient un poids économique qui n'était pas si élevé par rapport à la Grèce. Donc on aurait pu imaginer d'autres solutions. C'était une politique économique et c'était celle défendue par le ministre de l'économie de Tsipras à l'époque, Varoufakis, qui depuis s'est barré du gouvernement grec à ce moment-là pour justement et qui s'est gauchisé petit à petit. Et en vrai, si on avait appliqué sa politique économique et plus de gauche, plus de relance par la consommation, etc., on aurait pu avoir une autre solution pour la Grèce, pour sortir la Grèce de ce pétrin, de cette crise économique. Solution par la gauche qui ne sera pas faite au détriment des classes populaires et des travailleurs grecs qui ont pris extrêmement cher. Extrêmement cher. Voilà. Varoufakis, qui d'ailleurs, après toute cette histoire, à un moment donné, s'était rapproché de Jean-Luc Mélenchon en France, et notamment il y avait une fête de l'UMA où il y avait eu un feat, je m'en souviens très bien, Varoufakis x Jean-Luc Mélenchon, et même que la traductrice à l'époque, c'était une certaine Tatiana Ventose, avant qu'elle soit connue. Et moi, je m'étais retrouvé à. Je la connaissais pas parce qu'elle n'était pas connue. Je me suis retrouvé à boire une bière avec elle avant qu'elle aille traduire ça. À l'époque, elle était cool, hein. Elle n'avait pas encore totalement vrillé, quoi. Mais voilà. J'ai réalisé après, je me dis, mais attends, mais la meuf avec qui j'ai discuté à cette fête de l'UMA, avant le truc avec Varoufakis, parce que je m'intéressais déjà à ça. J'étais en mode genre, oh, j'avais envie d'aller le voir, et au final, j'ai fini à l'hôpital de Bobigny. Du coup, j'ai pas pu aller voir le débat. Et bah, la traductrice, c'était Tatiana Ventose, vous pouvez vérifier. L'arc pré-fasciste, mais elle n'était pas encore connue à l'époque, elle commençait tout juste à faire des trucs comme ça, quoi. Et je me souviens que j'avais discuté avec une meuf, j'avais trouvé sympa. Et elle m'avait dit, ouais, bah, c'est moi qui vais aller traduire le truc après. Je suis en mode, genre, ah, trop stylé. Et c'était Tatiana Ventose avant qu'elle soit connue. Genre, 1 an après ou un truc comme ça, je t'en mode, mais attends, mais j'ai discuté avec cette meuf à la fête de l'UMA. C'est la fête de l'UMA où je me suis retrouvé à l'hôpital de Bobigny. Vous avez fait n'importe quoi. Voilà. C'est la fête de l'UMA, il y avait Manu Chao. Vous pouvez aller vérifier l'année, quoi. Bon, bref. Oui, qui est une influenceuse fasciste maintenant, qui a totalement vrillé. Bon, bref. Voilà pour la petite histoire, Varoufakis, la dette grecque. Donc, tout ça pour dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui s'est passé avec les histoires de dette en Grèce suite à la crise économique de 2008, ça a été une saignée austéritaire imposée par l'Union européenne au détriment du peuple grec, là où une autre solution a été possible, une solution par la gauche, avec notamment ce fameux Varoufakis qui depuis, vous l'avez probablement vu passer dans votre timeline, est devenu un gros gauchiste très based. Voilà. Bref, donc du coup, Mathieu Pigasse dans tout ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Mathieu Pigasse, donc j'en étais où ? Oui, on va recommencer du début. Parmi tous les dossiers que brasse Pigasse, il faut encore citer celui de la restructuration des dettes souveraines, qui est pour lui un motif de fierté. C'est par un concours de circonstances que le banquier d'affaires s'intéresse à cette question, à la faveur de la crise financière que la Grèce traverse. Avant, la Banque Lazare est peu présente sur ce marché. L'établissement qui tient le haut du pavé, c'est Goldman Sachs, sous la houlette de son vice-président Mario Draghi. Alors rappelez-moi, Mario Draghi, il a bossé où ? Au FMI, non ? Il a bossé dans les institutions européennes, etc., dans ce genre-là, dans les grosses institutions libérales européennes de merde. Je ne sais plus exactement le poste qu'il avait eu, mais il a eu un poste très haut placé au FMI ou dans les trucs de la... Non, la BCE, la Banque Centrale Européenne. Voilà, la Banque Centrale Européenne. Merci. Mais du coup, Goldman Sachs, qui a aidé la Grèce à dissimuler des déficits publics grâce à des artifices comptables, est mis sur la touche. Voilà, parce que s'il y a eu une aussi grave crise économique en Grèce, c'est qu'il y avait des trucs pas clairs dans justement les trucs de déficit public, et c'est Goldman Sachs directement, hein. C'est pas des gouvernements de gauche de je sais quoi, qui ont en fait dissimulé ces trucs-là et qui ont préparé les conditions de cette crise économique grecque. Mathieu Pigasse pense alors qu'il peut s'aventurer sur ce marché de la restructuration de la dette grecque, qu'il ne connaît pas, mais qui est hautement rémunérateur. Tiens. Pour cela, il a plusieurs atouts. D'abord, Bruxelles souhaite que ce soit des banquiers européens qui travaillent sur le dossier grec. Ensuite, Pigasse a coopté comme conseil advisor au sein de Lazare l'économiste Daniel Cohen, on en a parlé, dont la spécialité est la question des dettes souveraines. Et puis surtout, Pigasse, comme Cohen, font partie des proches de Strauss-Kahn, on y revient, qui depuis 2007, grâce à Nicolas Sarkozy, est devenu directeur général du Fonds monétaire international, le fameux FMI. Et moi, je me souviens à cette époque-là, le moment où j'ai découvert Jean-Luc Mélenchon, justement. J'ai découvert Jean-Luc Mélenchon au tout début. Enfin, au tout début, quand il s'est barré du PS. Je m'en souviens très bien. Je parlais avec mon ami Titouan, que je salue si jamais tu regardes cette VOD. Et c'est son daron. Et il avait parlé de Mélenchon avec son daron. Du coup, son daron suivait la politique et justement,
il était en mode ah bah là il y a Mélenchon qui s'est barré du PS parce qu'on n'en peut plus de ce parti socialiste là. Lui c'est un mec de la génération de mes parents, un mec qui est né genre en 1960, quelque chose comme ça quoi. Donc il a voté Mitterrand, il croyait au PS à un moment donné, puis après la méga déception quoi. Et je me souviens, c'était au moment où je découvrais Mélenchon justement vers 2008. Après ses 20 ans de PS, mais Mélenchon après qu'il soit barré du PS. C'était vers 2008-2009, ça devait être début 2009. Je parlais avec ce pote là et justement il m'avait parlé de Mélenchon. Moi genre ah ouais, j'en ai parlé avec mon père, il paraît qu'il y a un gars là qui est grave stylé justement, il s'appelle Mélenchon et j'étais genre ah ouais, ok, je vais m'y intéresser. Et après un peu plus tard j'avais parlé avec son père justement et je commençais à être un petit gauchiste, j'avais 15-16 ans quoi. Et j'avais parlé avec son père et justement il parlait de Dominique Strauss-Kahn. Il était en mode mais attends, c'est censé être ça la gauche? Le mec est directeur du Fonds monétaire international. Les mecs qui nous vendent pour la présidentielle et les gens qui sont censés représenter la gauche française, c'est des anciens directeurs du FMI en pleine crise économique là avec la Grèce. Et je sais qu'il m'avait parlé de ça, il était en mode genre not in my name. Le PS ça dégage quoi, voilà. Et c'est quelqu'un en vérité de beaucoup d'électeurs de gauche aussi à ce moment-là, quoi. Ceux qui étaient vraiment de gauche et qui, en Mitterrand, ils y croyaient et le PS, ils les soutenaient. Et puis après, là, quand ils ont vu justement ce que le PS était en train de devenir, c'était en mode ça dégage. Donc lui, il a été assez alerte sur l'émergence de Jean-Luc Mélenchon hors du PS, quoi. Et moi, je sais que c'est via le pote de ce daron-là que j'ai découvert Jean-Luc Mélenchon la toute première fois, début 2009. Et je sais qu'après, je me souviens très bien d'une conversation qu'on avait eue. Il avait dit ça précisément, c'est ça la gauche dans ce pays? Un mec qui était président du FMI? Non, mais c'est bon, ça va 5 minutes. C'est lui qui est censé nous représenter, les travailleurs, directeur du FMI? Sans moi. Voilà. Très basé, hein, très basé. Donc, Titouan, si jamais tu vois cette VOD, parce que je te l'ai envoyé ou autre, bah force à toi et force à ton daron. Le GOAT, politiquement, en vrai, je me souviens vraiment très très bien de ça. Et voilà. C'est un découvreur de talent sur Jean-Luc Mélenchon. Force à lui là-dessus. Bah, la dernière fois que j'ai vu le daron de ce pote, je l'ai pas vu depuis très longtemps. Hein. Mon pote, je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais son daron, la dernière fois que je l'ai vu, figurez-vous, c'était à une manif. Manif de je sais plus quoi. Réforme des retraites, probablement. Manif de réforme des retraites. Du coup, je l'ai croisé. Voilà. Il était dans son cortège avec la CGT EDF, parce qu'il bossait à EDF. Et la dernière fois que j'ai vu, c'était en manif, ce daron de potes. Comme quoi. Et ouais. Et j'ai plein de potes qui ont viré un peu droitard sur les gens avec qui j'ai grandi dans mon coin. Et lui, il a pas viré droitard, hein, mon pote. Vraiment pas. Au contraire. Bah voilà. Peut-être qu'il avait des parents un peu basés politiquement aussi, hein, parfois ça se voit ça. Hein. Voilà. Donc bref. Force et honneur. Ça me fait un peu plaisir de vous parler de ça. Donc tout ça pour dire que voilà, Dominique Strauss-Kahn, le FMI, tout ce lore-là, hein, bah Mathieu Pigasse, il vient précisément de ce lore-là. Donc méfiance. C'est ainsi que Lazare devient en 2010 la banque conseil de la Grèce. Cette conquête signe la victoire d'un petit cénacle d'amis comprenant DSK, Mathieu Pigasse, Daniel Cohen et le patron d'Euro de Havas, en gros, un truc de Havas, Stéphane Fuchs, auquel on peut aussi agréger la communicante Anne Hommel, qui a longtemps officié pour Vincent Bolloré ou sa filiale Havas, qui se met au service pendant de longues années de Pigasse. Banquier d'affaires avant tout. Quand en 2011, la carrière du DSK prend fin à la suite de l'affaire du Sofitel de New York, donc voilà, le moment, le truc de VSS, là, de viol de Dominique Strauss-Kahn, souvenez-vous, ça a mis fin à sa carrière. Lazare a donc conquis une notoriété qui lui permet de décrocher des contrats avec d'autres pays, à commencer par l'Argentine. Le revers de la médaille, c'est que les restructurations des dettes souveraines s'accompagnent systématiquement de la mise en place de ces fameuses réformes structurelles et de violentes politiques d'austérité auxquelles les populations les plus modestes payent à chaque fois le plus lourd tribut. C'est exactement ce que j'expliquais, c'est précisément ce qui s'est passé en Grèce, et vraiment, en Grèce, ça a saigné. Vraiment. Avant de s'extasier sur le méga contrat décroché en mai 2026 au Venezuela par Centerview, grâce à l'entregent de Pigasse, c'est donc cette réalité-là qu'il ne faut pas oublier. De surcroît, il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas du fait de ses relations avec la gauche sud-américaine que le banquier d'affaires a décroché ce contrat. Le Wall Street Journal raconte que c'est grâce à la bénédiction de la Maison-Blanche, à laquelle le banquier français a été convié pour participer à des agapes mondaines et assister à une projection d'un documentaire sur Melania Trump. Alors de gauche, vraiment, et même de gauche radicale, Mathieu Pigasse, convenons que l'examen des faits laisse placer un sérieux doute. Ah oui. Et là, le Venezuela, bon, on sait ce qui s'est passé au Venezuela. Kidnapping du président Maduro. Et là, c'est en mode genre, il y a un problème de dette. Hein. Il faut restructurer la dette souveraine vénézuélienne. Comment? Ça va être fait comment? Ça va être fait comme pour la Grèce, du coup. Ça va être en mode genre, ok, grosse politique d'austérité néolibérale de mort. Maintenant, on vous plie en deux comme Trump a plié Cuba, a commencé à plier Cuba. C'est bon, le chavisme, tout ça, ça dégage. On met des bonnes politiques néolibérales. C'est pour vous sauver. Il faut bien restructurer votre grec, sinon vous allez être en faillite, les gars. Donc c'est ça qu'il va faire Mathieu Pigasse là maintenant. C'est son job. Donc il fait ça et à côté, il est là en mode genre, ouais, moi je suis trop un gauchiste radical. Merci pour la thune pour Radio Nova, encore une fois. Mais le reste, on va s'en passer surtout. Et on va pas se bercer d'illusions quant à ton profil, Mathieu. Ça va 5 minutes, normalement. On est de gauche, on n'est pas de gauche, quoi. Restructurer notre grec, j'ai dit ça? Non, la dette grecque. Merci Simon Tifa, merci pour les 7 mois consécutifs.
Bah, il était bien cet article. Hein. Alors, c'est un peu complexe, un peu dense par moment, mais je suis content de l'avoir lu. Je suis vraiment content de l'avoir lu, quoi. Parce qu'en vrai, bon, c'est quand même, je trouve, assez important, quoi, de se rappeler du pédigré d'un gars comme Pigasse, quoi. Il sort pas de nulle part. Et savoir d'où il sort, bah ça aide, quoi. Voilà. Donc, je pense que voilà, il faut pas s'en remettre à Mathieu Pigasse, quoi. Encore une fois, merci pour la thune de Radio Nova. Moi, je dirais qu'il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de conclure. Premièrement, méfiance avec ce gars-là. Il faut pas se mettre dans les mains de ce genre d'investisseur, même s'il est chaud pour financer des gauchistes dans les médias. C'est très bien qu'il finance des gauchistes dans les médias, mais si on se remet trop dans ses mains, le jour où il change son fusil d'épaule pour son petit intérêt personnel, et quand on vient lire l'article, on se dit que bon, ça peut très très bien arriver, il n'y a aucun souci avec ça, on fait quoi derrière ? On est baisé. Derrière, on est baisé. Donc première chose, méfiance avec ce genre de profil, ne pas se remettre aveuglement dans les bras de ce genre d'investisseurs. Premièrement. Deuxièmement, il y a une forme d'opportunisme là-dedans. Je dis pas qu'il a probablement une sensibilité un peu de gauche sur certains trucs. Je pense qu'il aime pas l'extrême droite, etc., etc. Ok, mais évidemment qu'il y a de l'opportunisme et de l'intérêt personnel là-dedans. Et quand tu vois comment les audiences de Radio Nova ont augmenté massivement avec leur émission de gauchistes, bon bah il a eu le nez creux, il a eu le nez fin. Il s'est dit ok, je vais investir dans ces gauchistes-là, ça me semble être des bons poulains. Comme quelqu'un l'a dit sur le chat tout à l'heure, c'était une très bonne formule. Il a parié à la hausse sur la gauche française. Donc il l'a fait pour son petit intérêt personnel. Il l'a fait par opportunisme. Oui. Mais c'est quand même le signal qu'un discours de gauche radical, on va dire, a le vent en poupe. Si des investisseurs social-libéraux comme Mathieu Pigasse parient à la hausse sur les discours de gauche radicaux dans les médias, et que ça marche, c'est quand même un bon signal pour nous. Donc on peut voir le verre à moitié plein par rapport à ça. Voilà. Et c'est toujours mieux que financer CNews. Évidemment. On va dire soutien critique pour les euros qu'il met chez Radio Nova, mais c'est tout. Hein. Le reste, ça dégage. Il a fait des trucs qui sont cool là-dessus. Certes, mais c'est tout. Et jusqu'à quand, surtout ? Jusqu'à quand ? Quand son intérêt personnel et son opportunisme le poussera à changer son fusil d'épaule, il y a de bonnes chances que ça arrive à un moment donné, pour des raisons diverses et variées, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas préparé à ça ? Bon, on essaye de pas trop tomber de haut déjà, et justement, cet article nous permettra de pas forcément trop tomber de haut. En attendant, Mathieu, merci pour le pognon. Moi, je reste indépendant, j'ai pas la Pigasse Money, donc vous autres, la team YouTube, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, booster la vidéo, me soutenir, et pourquoi pas venir sur Twitch, lâcher un petit sub pour que je puisse garder ma relative indépendance, on va dire. Voilà. À bientôt. Et abonnez-vous.